Donc l'amour de soi, c'est quoi grosso modo? Il s'agit de s'aimer soi. D'abord, il faudrait pouvoir définir qu'est-ce que c'est que s'aimer. Est-ce que c'est s'apprécier et mettre un jugement d'appréciation? Est-ce que c'est mettre un jugement de neutralité? Qu'est-ce que c'est? L'amour pour moi, c'est vraiment la capacité à être présent, sans jugement. Donc c'est embrasser ce qui est. C'est-à-dire que s'aimer soi, c'est être en capacité d'embrasser qui on est. Et plus notre amour pour nous-mêmes est grand, plus on est en capacité d'embrasser de plus en plus de parts de nous-mêmes, de plus en plus de nos facettes. Donc l'amour, c'est pas dans le sens j'aime bien, c'est pas dans le sens j'apprécie, c'est pas dans le sens je suis satisfaite. C'est au-delà de ça, c'est de la présence. C'est un amour digne d'un parent finalement, qu'on peut avoir envers son enfant. Qu'il fasse quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on l'aime malgré tout. Cet amour, on le ressent malgré tout. Donc c'est de cet amour-là dont on parle quand on parle d'amour de soi. Et c'est important de le préciser dès le début parce que justement quand on creuse le sujet, on en arrive très rapidement à nos différentes facettes de nous-mêmes, ou ce qu'on peut appeler nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Vous avez peut-être déjà entendu que la part d'ombre, ce sont nos parts sombres. Que ce serait par exemple quand on est jaloux, quand on est égoïste, quand on est méchant, quand on est malhonnête, quand on est menteur, etc. En réalité, c'est pas ça la part d'ombre. La part d'ombre, c'est tout simplement ce qu'on refoule dans notre inconscient, qu'on ne veut pas voir de nous. Donc effectivement, ça peut être notre égoïsme, mais ça peut aussi être notre altruisme. Même si c'est souvent plus facile de voir de soi notre côté altruiste que notre côté égoïste. Mais il y a beaucoup de gens, et ça a été mon cas, et c'est encore mon cas, où il y a ce qu'on pourrait appeler des facettes lumineuses qui font partie de ma part d'ombre et qui font probablement partie de votre part d'ombre. Par exemple, tout simplement votre capacité à être captivant. Peut-être que vous l'acceptez à un certain niveau. Peut-être que c'est facile pour vous d'attirer l'attention de votre compagnon, de votre compagne par exemple dans le couple. Et donc c'est cette capacité à attirer l'attention, ça vous êtes à l'aise peut-être dans le couple. Mais peut-être que vous l'êtes moins déjà face à un groupe de 10 personnes. Et peut-être encore moins face à un groupe de 100 personnes. Et encore moins face à un groupe de 1000 personnes. Tout ça pour dire vraiment que ce sont des nuances et que c'est jamais là non plus noir ou blanc. C'est pas oui, je m'aime dans ma générosité et je sais m'aimer aussi dans mon avarice. C'est jamais ça. C'est jusqu'à quel degré. Donc je vous disais que la part d'ombre, c'est pas nécessairement ce qui est conventionnellement dit de sombre ou de mal ou de mauvais. Effectivement, naturellement, chez la plupart d'entre nous, on va avoir tendance à refouler dans notre part d'ombre les traits de caractère qui sont culturellement jugés de négatifs. Donc on va être très nombreux à avoir un point en commun de refouler dans notre part d'ombre notre hypocrisie, notre égoïsme, notre fourberie. Et encore là, quand je dis ça, je pense qu'il y en a peut-être pas mal qui se disent « Ah non, mais c'est même pas dans ma part d'ombre, c'est pas moi du tout. » Bon, on en reparlera juste après. Mais en tout cas, voilà. Vu que ce sont des traits de caractère qui sont peut-être jugés dans les romans, dans les pièces de théâtre, de manière générale, il y a de grandes chances que ce soit refoulé en nous aussi. Je voudrais éviter le jugement quelque part de ces traits de caractère. L'amour de soi, c'est quelque part une quête spirituelle, c'est une quête de non-jugement. C'est apprendre justement à être présent avec qui on est, tel qu'on est. Et donc la présence, il n'y a pas de jugement dans la présence. La présence, c'est la présence. Et je voudrais éviter justement qu'on se mette à juger quelque part, à poser des étiquettes. L'égoïsme, c'est mal. Être froid, c'est mal. Être arrogant, c'est mal, etc. Je pense que justement, plus on évolue sur ce chemin de connaissance de soi et dans le développement personnel, moins on peut mettre des cases comme ça, noir, blanc, des étiquettes aussi un peu grossières quelque part sur nos traits de caractère, sur quoi que ce soit en fait qui relève de l'humain et de sa psychologie. Et je trouve que les films nous montrent à quel point justement nous-mêmes on est peut-être souvent incohérents dans notre manière de juger les traits de caractère. Une série qui a eu le plus d'impact justement à ce niveau-là pour qu'on puisse voir que finalement même des méchants, et j'ouvre les guillemets, finalement on les aime peu importe qu'ils soient parfois pour le coup vraiment égoïstes ou méchants. Enfin je veux dire par exemple, je crois pas qu'il y ait vraiment beaucoup de monde qui déteste Jaime Lannister alors qu'il a décidé de pousser un gamin par la fenêtre et que cet enfant soit privé de l'usage de ses jambes. Mais malgré tout, la série est faite d'une telle manière qu'on aime Jaime Lannister, en tout cas on le rejette pas à fond à 100%. Pourquoi ? Parce qu'on le voit dans toute son humanité. Et c'est ça un être humain en vérité.
Un être humain, c'est quelqu'un qui est multipotentiel, c'est quelqu'un qui a de multiples facettes. Et quand, en général, on exprime une facette, on l'exprime souvent pour une raison. Et c'est là où je veux vraiment enlever les étiquettes de bien et de mal parce que et tous les jugements qu'on peut avoir sur ça, parce que finalement ça nous empêche d'aller plus loin, de comprendre et de grandir. Admettons que je sois jalouse d'une personne. Si je juge le fait que je sois jalouse, et clairement c'est pas évident de se voir sous cette facette-là, ça demande justement beaucoup d'amour de soi, d'être en capacité d'être présent à soi et de se voir tel qu'on est, et de se dire bah là je suis jalouse. Si je suis pas prête à voir ça de moi, je vais quelque part pas vraiment me donner l'opportunité de grandir de ça. Et si j'accepte finalement de ne pas me juger pour ça et d'être vraiment curieuse de moi, d'être curieuse de tiens, qu'est-ce qui fait que je ressens cette jalousie? Là, je peux découvrir vraiment ce qui me touche et je peux toujours continuer à creuser en fait. Tant que je ne me juge pas, tant que je reste présente à qui je suis, je peux toujours creuser plus loin. Et je peux découvrir justement encore plus loin. Quel est mon besoin? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelle est la petite part de moi, la petite fille intérieure finalement qui se sent menacée, qui a peur ou tout simplement qui est attachée à ce que ses parents n'aient Dieu que pour elle, à ce que les gens la regardent elle et pas les autres parce qu'elle se sent insécurisée si elle perd ça, si elle n'a pas ça. Donc là je pars dans des théories, des imaginations, mais quoique je sais que c'est une histoire que finalement beaucoup de gens pourraient se raconter, cette histoire-là en tout cas quand il s'agit de jalousie, l'autre il va avoir ce que moi je veux. Et il y a un peu cet état d'esprit de manque, comme si je pouvais pas survivre sans ça, comme si je pouvais pas être heureuse sans ça, alors que si. C'est un peu aussi la quête, je pense, qu'on est tous menés à faire, c'est de se rendre compte à quel point on est riche juste de nous-mêmes en fait. Et les autres, c'est du bonus. Les relations avec les autres, c'est du bonus. Ce qu'ils nous apportent, c'est du bonus. Mais on peut tellement se sentir riche et dans le bien-être juste avec nous-mêmes. Donc je reviens à ces pardons pour dire quoi? Qu'est-ce que je vous disais? Déjà, je vous disais que c'est une question de nuance, que s'aimer soi, c'est toujours une question d'intensité. En vérité, on sait s'aimer dans le degré d'intensité dans lequel on sait s'aimer jusqu'à maintenant. Et on peut toujours pousser plus loin ce degré d'intensité. En réalité, on peut bien se mentir à nous-mêmes, mais difficilement aux autres. On est plus transparent pour les autres qu'on ne le croit. Et vous pouvez facilement, par exemple, trouver autour de vous au moins une personne qui vous trouve arrogante. Et au moins une personne aussi qui vous trouve humble. De la même manière, par exemple, vous pouvez trouver une personne qui vous trouve généreuse et une personne qui vous trouve radine. Donc on peut se mentir à nous-mêmes, on peut plus difficilement mentir aux autres finalement, quand aussi on accepte de voir quelle est l'image qu'on renvoie aux uns et aux autres. Et même en fait, en vérité, les autres n'ont pas forcément raison sur qui on est non plus. Parce que c'est difficile d'avoir raison. J'aime bien cette phrase, je crois que c'est une phrase bouddhiste qui dit « toute vérité n'est qu'une demi-vérité ». Ça me fait penser au fait que c'est difficile de juger les choses quand on multiplie les perspectives. C'est difficile d'émettre un jugement, alors d'autant plus un jugement noir ou blanc, sur quoi que ce soit quand on multiplie les perspectives. C'est ce qu'a fait le réalisateur dans Game of Thrones. Il nous présente un personnage, au début on l'aime pas, et il multiplie nos perspectives de lui-même. On le voit sous différents angles, dans différentes circonstances, avec différents états d'âme, et finalement on a de plus en plus de mal à le détester, parce qu'on voit son humanité. Donc apprendre à se voir nous-mêmes sous différentes perspectives, ça nous permet de nous aimer vraiment. Les gens pensent que en acceptant des parts de nous-mêmes, ou au-delà de ça, même en les aimant, ça les fait ressortir plus. Et donc certains croient qu'en rejetant certaines parts d'eux-mêmes, qu'en refusant clairement d'aimer certaines parts de nous-mêmes, ça permettrait de la museler et de la tenir enfermée, et comme ça on est sûr qu'on l'exprime pas. En réalité, c'est faux. C'est comme si on était capable de la tenir muselée jusqu'au jour où elle sort par impulsivité. En fait, ne pas être en capacité d'être présent avec nos différentes facettes, toutes les facettes avec lesquelles on ne sait pas être présente, on va avoir plus tendance à les vivre de manière quelque part animale. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on n'arrivera pas à réfléchir. Et ça va donner des phrases du style « Ah oui, mais là, c'était pas moi, là, j'étais pas dans mes baskets, je me reconnais pas, non, c'est pas moi qui ai fait ça. » Parce qu'on ne sait pas se voir, on ne veut pas se voir comme ça, et du coup, ça fait qu'au moment où on agit d'une manière qu'on rejette, c'est comme si une part de nous-mêmes se débranchait, de la partie consciente, pour dire « Non, je veux pas me voir là-dedans. » Ça donne du pouvoir d'être dans la présence à soi, dans l'amour de soi, parce que justement, ça permet d'être conscient de quand n'importe quel trait de caractère se présente. Par exemple, vous avez peut-être déjà connu quelqu'un comme ça qui n'aime pas se mettre en colère et donc qui fait tout pour garder son calme et en public, il sourit, il est calme et même à la maison, il essaye et un jour, tout d'un coup, il pète un câble.
Quand c'est exprimé de manière impulsive, c'est probablement que c'est une de nos pardons justement qu'on n'arrive pas à avoir. Parce que plus on est conscient de qui on est dans toutes nos facettes, justement, plus ça nous permet d'avoir du pouvoir dessus. Le fait de pouvoir se voir en train d'être en colère sans se juger, ça nous permet de réorienter la situation si on le désire. Il y a des cas où c'est utile d'être égoïste, il y a des cas où c'est utile d'être radin, il y a des cas où c'est utile d'avoir accès à notre violence. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas vraiment juger nos différents traits de caractère. Si on les a, c'est qu'ils ont une utilité. Et l'idée, c'est pas de savoir est-ce qu'on est violent ou pas, est-ce qu'on est hypocrite ou pas, est-ce qu'on est égoïste ou pas. La réponse est oui. La maîtrise finalement, ou la grandeur, c'est de savoir danser justement avec ces facettes de nous-mêmes et de les utiliser au bon moment. Je suis contente d'avoir accès à ma violence le jour où j'en ai besoin. La très grande majorité de ma vie, j'en ai pas besoin. Mais je la vois en moi, je sais me voir violente et je m'autoriserai à l'être en cas de besoin. Pareil pour l'égoïsme, je suis contente d'avoir accès à mon égoïsme, ça me sert. Admettons que je sois entourée justement de personnes qui, elles, sont très à l'aise avec leur égoïsme et très à l'aise, je sais pas, on connaît aussi des personnes comme ça, qui se servent dans tes affaires, qui sont très à l'aise à te prendre, et au bout d'un moment où, là, c'est à toi de dire non, de dire stop en fait. Stop, je pense à moi, ça suffit, je mets mes limites. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir tendance, du coup, si on n'aime pas trop ce trait de caractère, à se dire non, mais là c'est différent, t'es pas égoïste, tu mets tes limites. Je vous l'ai dit, quand on multiplie les perspectives, on peut moins juger les choses. Et en vérité, on peut décrire une scène avec plein de mots différents. Une personne, par exemple, va avoir l'air sûre d'elle, elle va être jugée par quelqu'un d'arrogante. Et puis elle va être jugée par une autre personne de super intelligente. Puis elle va être jugée par une autre personne de quelqu'un qui dégage de la sympathie, de la confiance. Et tout ça, c'est à la fois vrai, à la fois faux. Plus on voit quelque chose sous différents angles, plus c'est difficile d'y mettre une définition, d'y mettre un jugement. Même si c'est très utile dans notre vie tout simple d'humain, de poser des étiquettes, d'émettre des jugements, de mettre des cases aussi, de bien, de mal, ça a aussi son utilité. Donc le maître mot dans l'amour de soi, c'est la présence et la flexibilité. Si vous savez être présent et flexible avec vos facettes de vous-même, et en tout cas si vous avez déjà ce désir-là, vous vous permettez de vous aimer. Je pourrais avec grand plaisir développer encore plus ce sujet-là, je vous l'ai dit, c'est mon sujet de prédilection, j'adore. Pour moi c'est comme un jeu, c'est un jeu qui rend humble aussi, parce qu'en vérité, s'aimer soi, c'est se voir soi. Et nos petits-enfants à l'intérieur de nous, on a tous un petit enfant intérieur, il aimerait être quelqu'un qui est que bien, qui est quelqu'un qui est que quelqu'un qui puisse s'attirer de la sympathie et de l'amour. Mais quand on se voit tel qu'on est, ça rend humble. Parce qu'on est humain. On apprend, et c'est... rien que d'y penser, ça me touche parce que qu'est-ce que c'est beau d'apprendre à aimer un humain. C'est facile d'aimer quelqu'un qui est lisse, quelqu'un qui semble parfait, quelqu'un qui est tout le temps sympa, quelqu'un qui est toujours brillant, quelqu'un qui est toujours drôle, jamais ennuyant. Mais ça demande une sacrée qualité d'amour, une sacrée ouverture de cœur d'aimer un humain. Et dans toutes ses facettes. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. De partir sur cette quête, de vous aimer vous-même, de le désirer, tout simplement de commencer par là, de désirer vous aimer. Ça ne veut pas dire être d'accord avec toutes vos facettes, ça ne veut pas dire les exprimer de manière libérée, sans réfléchir. Ça veut juste dire que vous êtes en capacité d'être présent avec votre humanité. Et la super attitude, la super compétence qui ressort de ça, c'est que vous devenez aussi quelqu'un de conscient de lui-même. J'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire comment ça vous fait travailler ce thème-là, ce que je vous ai partagé, est-ce qu'il y a eu quelque chose de nouveau pour vous, une nouvelle vision des choses que vous n'aviez pas vu comme ça jusqu'ici. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche aussi pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Cliquez sur j'aime et je vous dis à très vite.